tous, bienvenue sur BFM Lyon. Si vous nous rejoignez, nous sommes le samedi 30 avril. Très heureuse de vous retrouver pour votre journal. Dans un instant, Lyon Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. À la une de l'actualité, c'est l'un des incendies les plus spectaculaires de ces dernières années à Lyon. L'incendie de la montée Bonafou. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. Pas de victimes heureusement, mais des dégâts impressionnants et des habitants traumatisés. Témoignage d'un sinistré dans ce journal. Les œnophiles devraient y trouver leur bonheur. Après une année blanche, le marché au vin d'Ampuis est de retour jusqu'à ce dimanche. Au programme, dégustation avec modération des cuvées prestigieuses de la vallée du Rhône. Visite guidée dans quelques instants. Iront-elles en finale cette année? L'OL féminin retrouve son meilleur ennemi, le PSG, ce soir au Parc des Princes à 21h. Pour la demi-finale retour de Ligue des Champions, les Lyonnaises sont sereines et confiantes après avoir pris une option 3-2 au match aller. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, le 30 avril 2020, un immeuble de 6 étages de la montée Bonafou a été entièrement détruit par un incendie. Heureusement, pas de victimes, mais de nombreux dégâts. Les habitants sont toujours traumatisés. Un sinistré d'un bâtiment adjacent a livré son témoignage à Jade Terlinck pour BFM Lyon. Un récit signé Lauriane Pellao. Nous, on est dans le bâtiment où en fait on a eu quand même moins de dégâts par rapport au bâtiment sur rue, donc comparativement, on ne va pas se plaindre. Franck et sa famille habitaient au 6e étage de ce bâtiment, derrière celui qui a entièrement brûlé le 30 avril 2020. Livres, meubles, vêtements, presque toute une vie réduite en poussière ou moisie par l'humidité. 2 ans après, les images du drame le hantent encore. L'émotion est plus gérable pour nous, donc maintenant on peut en parler tranquillement. Sans pleurer, mais ça a été quand même un traumatisme pour une partie de la famille, ça c'est sûr, parce que je suis descendu avec ma fille, donc ça a été quand même difficile, on va dire au moins la première année, comme processus de deuil un peu classique, je dirais. La toiture, la charpente, tout ça a été refait, et vous voyez l'intérieur, l'isolation sous les toitures est terminée, une nouvelle dalle a été coulée. Aujourd'hui, Franck et sa famille louent un appartement en attendant d'avoir l'accord des assurances pour achever les travaux à l'intérieur. Des travaux qui prennent trop de temps, selon lui. L'idée, c'était de rentrer au mois d'avril. Bon, là, c'est évident que ce ne sera pas possible. Maintenant, c'est octobre et comme vous le voyez, il ne se passe absolument rien au niveau travaux. Il va y avoir 40 appartements à refaire, avec parfois des artisans différents. Donc ça va prendre du temps. Donc maintenant, même fin octobre, ça nous paraît déjà très optimiste. Et on relance tout le monde toutes les semaines et on a les mêmes réponses toutes les semaines du style la semaine prochaine vous aurez l'accord, la semaine prochaine vous aurez l'accord. Et ça fait depuis le mois de janvier que ça dure. Franck sait qu'il ne retrouvera pas le charme de son appartement de Canu de 1950, mais il espère retourner chez lui d'ici Noël 2022 pour tourner la page définitivement. Nouvelle passe d'armes entre le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, après les violences le soir du second tour de l'élection présidentielle. Le maire écologiste avait estimé que la police nationale avait tardé à arriver sur les lieux de la manifestation dans le 4e arrondissement dimanche dernier. Dans un tweet, Laurent Wauquiez explique que le maire de Lyon se défausse de ses responsabilités. Quand va-t-il assumer d'installer des caméras comme nous le proposons, écrit-il. Grégory Doucet a répondu en qualifiant l'accusation du président de la région de grave et indigne de sa fonction. Ce dimanche, c'est le 1er mai et c'est donc le retour du muguet, symbole de bonheur et de chance. Les fleuristes sont en pleine préparation pour l'occasion. Pour cette fleuriste du 6e arrondissement, ce week-end représente environ 15% de son chiffre d'affaires du mois de mai. Écoutez-la au micro de Louis Léger. Nous, on a reçu notre muguet nantais ce matin. Donc, il a fallu tout mettre en place et puis composer nos premiers bouquets avec nos brins, nos premiers cornets, afin de proposer vraiment un produit le plus frais possible. Donc, on place quelques éléments comme l'oxypétale. Au centre, je fais un petit rappel de bleu avec le muscari. Et puis après, on glisse nos petites fleurs sur les côtés en utilisant une technique qui s'appelle la vrille. Et puis, on peut vraiment jouer sur les tons un peu variés.
Le marché au vin d'Ampuis est de retour après une année blanche pour le plus grand plaisir des visiteurs venus déguster avec modération ces cuvées prestigieuses de la vallée du Rhône. 8 nouveaux vignerons ont rejoint les nombreux exposants. Tour du marché avec Jade Terlinck. Une soixantaine de stands, entre 200 et 250 vins à déguster. Après une édition annulée, les vignerons de Côte-Rôtie ont pu présenter leurs meilleures cuvées au grand plaisir de Johan. Je suis super content, on a acheté une quarantaine de bouteilles, donc ça va du Cros Hermitage au Côte-Rôtie, en passant par du Saint-Joseph. Voilà, la journée est faite. Jackie, lui, vient depuis 20 ans avec un objectif en tête. Là, on est parti pour déguster que des 2019. Donc tout ce qu'on va trouver en 2019, on va déguster. Bertrand David a repris le domaine familial et s'est installé pour la première fois sur le marché. Ce matin, on a déchargé 300 bouteilles, 150 bouteilles d'esprit de famille en cuvée parcellaire en 2020, 150 bouteilles de cuvée tradition en Côte-Rôtie et quelques bouteilles de spiritus en forum en 2017, en espérant arriver à régaler tout le monde. Ici, les places sont chères, différents critères sont évalués pour être sélectionnés, la qualité du vin, la personnalité du vigneron et le domaine. J'ai posé ma candidature en 2014, donc ça fait 7-8 ans. C'est une très grande fierté de rentrer au village, mon village. Un immense plaisir de faire connaître enfin nos vins au grand public. Un vent de fraîcheur sur ce marché d'habitués. D'accueillir des nouveaux domaines, ça permet de garder une dynamique. Les clients sont contents de voir qu'on fait rentrer d'autres domaines, de venir déguster leurs vins, de les comparer. Une chose est sûre, le public était au rendez-vous. Dès 10h, les allées du marché étaient pleines. Elles sont sereines et confiantes, plus que quelques heures avant le match retour de Ligue des Champions entre l'OL et le PSG. Un duel qu'on ne présente plus. Les Lyonnaises de Sonia Bonpastor, qui ont pris une option au match aller, victoire 3-2, comptent bien filer en finale cette année. Emma Kant. Encore une marche à gravir pour rejoindre la finale de Ligue des Champions et encore une fois contre le PSG. Après leur victoire au match aller, les Fenotes espèrent ne pas revivre le scénario de la saison passée avec cette élimination prématurée en quart de finale de Champions League face aux mêmes Parisiennes. Dans nos habitudes, notre état d'esprit, nos mentalités, on va aborder ce match-là pour attaquer, aller marquer des buts. L'envie de nouveau de pouvoir gagner face à cette belle équipe de Paris. On sait qu'on sera au Parc des Princes, à l'extérieur, mais notre envie, ce sera d'attaquer le match pour le gagner. L'option pour la qualification est prise, encore faut-il la concrétiser à l'extérieur. Plus de 40 000 billets ont été vendus pour la rencontre au Parc des Princes, un record pour un match de club féminin dans l'Hexagone. Pas de quoi néanmoins impressionner les Lyonnaises. On a disputé des matchs où il y avait déjà des ambiances en faveur de notre adversaire, à l'Levante en tout début de saison, de Champions League, à la Juventus également. Et on s'est préparé cette semaine aussi à cet environnement et à cet élément de contexte. Donc on va compter sur notre expérience et sur notre qualité de jeu pour pouvoir faire face à cet élément. L'OL compte bien capitaliser sur son expérience européenne pour ne surtout pas laisser passer sa chance de glaner un 8e titre de championne d'Europe. Le Loup, lui, reçoit Montpellier au Matmut Stadium de Gerland ce samedi. 24e journée de top 14. Les hommes de Pierre Mignoni, 7e au classement, vont devoir faire leur preuve face au leader montpelliérain pour espérer garder une chance de se qualifier en phase finale. Il y a Grandjean. Il n'est pas de calendrier plus compliqué que celui du Loup. Il reste 3 matchs en top 14 et les Lyonnais affrontent Montpellier, l'UBB et La Rochelle. Dans l'ordre, les 3 premiers du classement. Finalement, il n'y a pas trop de calcul à faire en ce qui nous concerne. Donc ça veut dire pour moi qu'il faut, pour être quasiment sûr de se qualifier, il faut gagner les 3 matchs. Le Loup s'est réveillé après la claque prise à Toulon à domicile. Le club a rebondi en top 14 face à Brive et surtout en Coupe d'Europe. Résultat, les Lyonnais sont 7e et gardent une chance de se qualifier en phase finale. En fait, on se dit que c'est la dernière ligne droite. Que je pense que pour valider la saison qu'on a eue jusqu'ici, on n'a pas le droit de baisser les bras. Et je pense aussi le fait qu'on joue la Coupe d'Europe et de gagner des matchs en Coupe d'Europe, ça nous donne ça nous donne de la confiance, quoi. Et ça nous permet de rebasculer sur du positif. Un club qui ne veut pas revivre la désillusion de la saison passée. Une 9e place et donc une absence en phase finale. Ils l'ont vécu, ils l'ont ressenti pour la plupart. Je parle à part les recrues qui sont arrivées cette année, mais la plupart l'ont ressenti. Donc c'est pas un truc qui fait plaisir. Il faut s'en souvenir. Il y a toujours des moments dans une saison où il faut se souvenir un peu
de certaines périodes qui se sont passées avant. C'était la première fois depuis longtemps qu'on n'avait pas fait les phases finales et ça nous a bien sûr fait mal. Montpellier donc avant l'ère européen qui lui a fait tant de bien. Ce quart de finale de Challenge Cup à domicile le 7 mai face à Glasgow. Avant de terminer ce journal, une idée de sortie pour vos enfants ce week-end avant la rentrée. Regardez ces images. C'est le grand cirque sur glace de Medrano installé à Saint-Priest depuis le 8 avril. C'est le dernier week-end de représentation. Au programme, ballet des patineuses, costumes de plumes, clowns et trapézistes. Écoutez le directeur du cirque au micro de Marine Mulsé. Nous venons régulièrement sur Lyon et que cette année, donc au mois d'avril, pendant plus d'un mois, jusqu'au 1er mai, c'était le cirque sur glace. En effet, le cirque a différentes variantes. Il peut être présenté sur l'eau et sur glace. C'est à la fois ces deux spectacles réunis en un seul, puisque vous avez des patineurs et des artistes qui patinent, mais toutes les grandes disciplines du cirque qui sont représentées. À partir du mois d'octobre, Medrano revient avec un nouveau spectacle, Océania, qui est un spectacle très original aussi, qui sera en octobre-novembre. Je crois que nous finirons dimanche avec plus de 60 000 spectateurs qui seront venus applaudir ce magnifique spectacle.